BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On reparlera des marchés tout à l'heure. D'abord, on vous emmène dans le monde du vin. Toutes les clés pour investir dans le vin. Avec Angélique Delangsin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice générale déléguée d'idealwine.com. On va parler vin, ceci dit, c'est le mondial qui fait l'actualité, le mondial de foot. On boit plus de bière que de vin en ce moment, non? Alors je suis pas sûre d'être la personne la mieux placée pour parler foot avec vous ce matin. Et c'est vrai que le mythe de la canette de bière a probablement la vie dure devant un match de foot. Mais c'est vrai que c'est vrai aussi que le mondial est peut-être l'occasion de placer un petit coup de projecteur sur les vins d'Amérique du Sud et notamment ceux qui sont produits au Brésil. Parce que ce mondial brésilien a un impact sur les ventes de vin? Alors à aujourd'hui, on l'a pas vraiment mesuré. On a regardé sur le marché brésilien, et c'est un marché extrêmement dynamique en termes de consommation, même si pour l'instant la consommation par habitant reste très faible. Elle est inférieure à 2 litres de vin par an et par habitant. C'est quand même un marché très très dynamique qui importe d'ailleurs, et notamment sur le haut de la qualité des vins français. Mais justement, c'est pas un pays qui exporte ses vins. Ils sont consommés localement. C'est le 3e pays producteur d'Amérique du Sud, derrière le Chili et l'Argentine. Et pour l'instant, l'essentiel de la consommation est à l'intérieur du pays. Donc nous, on ne voit pas ces vins sur notre marché. Et à plus forte raison, on ne les voit pas dans le marché des ventes aux enchères de vins. Ce ne sont pas encore des produits de placement, je dirais. Bon, les vins brésiliens ne vont pas encore concurrencer les vins français, mais ce mondial porte un peu plus haut encore les autres vins d'Amérique du Sud. On les voit très peu. Honnêtement, on les voit très peu. Ouais. On a essayé, pour se raccrocher à une actualité plus chauvine, de regarder comment les vins de 1998 avaient évolué. Oui. Là, c'est pareil. Il n'y a pas de phénomène. L'amateur de foot, manifestement, ne fantasme pas à l'idée de boire une bouteille de ce millésime devant sa télévision. Les 98, d'ailleurs, c'est une année à Bordeaux qui a été un peu difficile, notamment dans le Médoc. On a eu des pluies diluviennes au moment des vendanges, mieux sur la rive droite, moyen bien en Bourgogne, très beau en vallée du Rhône, notamment au sud, mais pour autant, non, dans les ventes aux enchères, il n'y a pas... Le foot, c'est la bière, c'est pas le vin. C'est la bière, ce sera peut-être le champagne, quand même, aussi. Ça, c'est à suivre d'ici le 13 juillet. C'est peut-être le vin qui sera le grand bénéficiaire du mondial. Et pour le coup, il n'y a pas de champagne en Amérique du Sud. En tout cas, ça ne s'appelle pas champagne. Ah non, surtout pas. Comment au-delà du mondial, comment les prix, les cours du vin évoluent-ils là en cette fin de printemps, début d'été? Est-ce que vous voyez émerger de nouvelles tendances? Alors là, au cours du mois de juin, on est toujours sur une tendance très stable sur l'ensemble du marché du vin, puisque le Winedex d'Ideal Wine, lui, s'est inscrit en très légère baisse, moins 0,20% au cours du mois de juin. Et ce sont principalement d'ailleurs les Bordeaux qui ont pesé sur cette tendance, avec une baisse de moins 0,74% au cours du mois. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que ces indices concernent des vins très récents, les vins des millésimes 2000 à 2009. Et aujourd'hui, on a un segment qui est plus dynamique, qui est celui des vins plus anciens. Si je prends par exemple les Bordeaux 1990, c'est vraiment en train de devenir le millésime de référence. On a des vins comme Château Lingebage, Domaine de Chevalier, Château Gréola-Rose qui sont en hausse dans ce millésime. Donc il y a une activité, il y a une demande, mais elle s'exprime plus pour des millésimes plus matures, ce qui montre que si on veut faire du vin un placement, là il faut vraiment se placer dans une perspective qui ne sera pas à court terme, qui sera moyen, voire long terme. Oui. Et ce d'autant plus que les derniers millésimes ont vu des hausses de prix importantes. Voilà, dans le vin comme dans d'autres domaines d'ailleurs, il faut savoir laisser mûrir son placement. Voilà. C'est le message. Justement, vous parliez des Bordeaux. Depuis qu'on vous reçoit dans Intégral Placement, ça fait maintenant 2 ans, vous nous dites à chaque fois que les cours des Bordeaux prennent du retard sur les cours du Bourgogne. Est-ce qu'il y a un Bordeaux bashing aujourd'hui sur ce marché du vin? Alors, on peut parler, oui, on en entend beaucoup parler de ce Bordeaux bashing. En fait, il a démarré avec la mise en vente de ce millésime magnifique qui a été le Bordeaux 2009. Il a été amplifié par la mise en vente du Bordeaux 2010, qui lui était un millésime exceptionnel, mais tous ces 2 millésimes ont vraiment vu les prix exploser. Et des marchés acheteurs traditionnels de Bordeaux, je pense par exemple aux États-Unis, qui sont des grands amoureux des vins de Bordeaux de très longue date, se sont sentis délaissés
baissé en fait. Bordeaux est allé chercher manifestement une nouvelle clientèle avec celle de la Chine et de l'Asie. Aujourd'hui, la Chine représente quand même un quart des exportations des vins de Bordeaux. Donc c'est dire à quel point ce marché est important. Mais ils préfèrent les Bourgognes, les Chinois? Alors justement, depuis quelques mois, presque plus d'un an maintenant, la Chine s'est tournée aussi vers les Bourgognes. Donc aujourd'hui, Bordeaux a peut-être plus de mal à se positionner sur le marché mondial. La Chine le délaisse, en tout cas pour ce qui est des très grands crus. Là, il faut vraiment voir aussi qu'il ne faut pas non plus regarder uniquement l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que les très grands crus aujourd'hui, qui les achète, qui va les boire, c'est un petit peu la question du jour. Mais si on regarde l'essentiel qui est ailleurs, qui est en dessous, en fait, sur une gamme de prix moins élevée, là, on a quand même encore des gens qui sont très intéressés par ces vins, qui sont en recherche de cette référence que représente Bordeaux. Mais, comme on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, plus on descend en gamme et plus on descend en niveau de prix, plus on va se retrouver confronté à la concurrence. D'où l'importance de renouer en fait une relation affective avec la clientèle que l'on va viser. Et c'est vraiment l'enjeu de Bordeaux aujourd'hui, jusqu'au sommet en fait, jusqu'au plus grand. Oui, il y a de l'affectif dans le vin. Oui, il y a de l'affectif. Pas un placement comme les autres. Et aujourd'hui, on voit bien que le marché américain, qui reprend, qui d'ailleurs est très dynamique, par rapport à Bordeaux, cet affect, il est un petit peu rompu. Bon, il y a de l'affect et puis il y a de la météo aussi dans le marché du vin. Il y a eu des orages de grêle assez forts, très forts même. Le week-end dernier en Bourgogne, des domaines entiers ont été ravagés. Est-ce qu'il y aura un impact véritablement significatif sur ce millésime 2014 dans les Bourgognes ? Alors effectivement, le week-end dernier, c'est à nouveau une zone très particulière de la Bourgogne, sont les appellations de Volnay et de Pommard qui ont été touchées. C'est la 3e année consécutive que ces appellations subissent l'impact les ravages, je dirais même, de la grêle. Les grêlons gros comme des balles de tennis. Oui, alors avec des productions qui, pour certains domaines, c'est entre 50 et 100% de la production qui est par terre aujourd'hui. Donc oui, évidemment, ça avait déjà un impact. Nombre de producteurs comptaient sur le 2014 pour se refaire une santé financière, donc ça ne va pas pouvoir être le cas avec ce millésime. Nous, ce que l'on constate sur le marché des enchères, bien sûr, ça rejaillit sur le prix de millésimes plus anciens. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que... Ça fait monter les cours des millésimes plus anciens. Oui, bien sûr. Parce ça les revalorise. Volnay et Pommard appartiennent à la Côte de Beaune. En Côte de Beaune, il y a seulement un grand cru en rouge, qui est le grand cru de Corton. Alors il y a des parcelles qui sont en cours de classement en grand cru dans l'appellation Pommard, les parcelles des Rugiens et du Clos des Epneaux. Et là, donc, on a des écarts de prix qui sont extrêmement importants encore avec les vins de la Côte de Nuit. Donc, si ces vins sont classés en grand cru, je pense par exemple au Clos des Epneaux, au Pommard Clos des Epneaux du domaine des Contes-Armands, ça c'est un vin qui aujourd'hui, dans un beau millésime comme 2009, il est encore inférieur à 100 €. Il cote dans les 80-85 €. En 2005, il est un petit peu plus cher, 125 €, mais ça reste encore très bas par rapport à ce que peuvent être les grands vins de la Côte de Nuit. Donc, ces deux appellations ont très clairement de belles perspectives devant elles pour ce qui est des millésimes plus anciens, puisque sur les récents, on va quasiment pas en avoir, donc on n'en verra pas sur le marché. Malheur d'une année fait le bonheur d'une autre année sur le marché du vin. Ça peut oui, les marchés secondaires, oui. Angélique Delangsa, merci beaucoup Angélique d'être venue nous voir, la directrice générale déléguée d'Idealwine.com.